et puis nos échanges aussi. Donc on m'a demandé de réfléchir sur la notion de nation. Alors je me présente peut-être d'abord François Pelletier. Je suis directeur associé d'un cabinet de conseil et de formation. Et on intervient partout, il y a du collectif en fait, dans les entreprises, les collectivités, les associations, le sport de haut niveau, le rugby aussi, puisque voici un confrère rugbyman. Voilà. Donc on m'a demandé de réfléchir sur la notion de nation. Et la première question, c'est de savoir si on saura mieux la définir que la notion d'identité qu'on a eu beaucoup de mal à définir il y a 1 an et demi au niveau national. On n'a pas réussi à la définir, et peut-être que d'ailleurs la notion d'identité n'est peut-être pas aussi éloignée que ça de la notion de nation, comme on le verra. Que savons-nous de la notion de nation et de sa différence avec le nationalisme? On essaiera de l'aborder aussi. Quelle différence y a-t-il entre État et nation? Voilà un peu toutes les questions que je vous propose d'essayer d'aborder dans mon humble mesure, parce qu'on m'a demandé de traiter ce sujet qui n'est pas forcément un sujet relevant de ma compétence première. Et alors j'ai choisi de le traiter sous l'angle de la problématique suivante: la nation est-elle une société naturelle? J'ai à un moment, je me suis posé la question de savoir s'il ne fallait pas que je traite plutôt la problématique suivante: est-ce que l'Europe est une nation? Parce que c'est pas si facile que ça d'y répondre, justement. Alors j'essaierai de l'aborder de façon incidente lors de la présentation. La nation donc est une société naturelle. 5 objections nous permettraient de penser le contraire. Alors je vais vous présenter les objections, ensuite je vous proposerai de vous présenter les définitions, différentes définitions de la nation et les composantes de la nation, avec un nombre de composantes assez importantes, notamment la composante culturelle. Et puis ensuite, je vous proposerai de répondre aux objections. C'est cette façon de dérouler la réflexion s'appuie sur le plan, sur la méthode thomiste. Je ne sais pas si vous connaissez les objections. 7 contrats, ça s'appelle. On développe le thème et puis on répond aux objections. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai prévu de faire. Bienvenue. Alors, donc, 5 objections sur la nation en tant que société naturelle. Première objection, elle vient de Blanc de Saint-Bonnet. Blanc de Saint-Bonnet est un philosophe et sociologue du XIXe siècle, qui est totalement passé aux oubliettes et qui pourtant a beaucoup influencé Huysmans, Barbet et puis surtout Léon Bloy. Léon Bloy cite beaucoup Blanc de Saint-Bonnet. Et donc Blanc de Saint-Bonnet dit: l'homme, un être que Dieu a fait le moins possible. L'homme a pour vocation donc de construire ce qui manque à sa nature et à l'organisation, et on peut supposer du coup que l'homme est un être que Dieu a fait le moins possible. Dieu ne s'est pas occupé de créer la nation, c'est l'homme qui l'a créée, donc la nation n'est pas naturelle. Deuxième objection, elle vient de Bergson dans Les 2 sources de la morale, qui dit: disons d'abord que l'homme avait été fait pour de très petites sociétés. Et dans Les 2 sources de la morale, on retrouve comme très petite société la famille, la tribu et le village. Donc la nation elle-même, n'étant pas une petite société, n'est pas naturelle, si on écoute cette première partie de Bergson. Toujours chez les philosophes présocratiques défendent l'idée que les lois, les valeurs, les institutions qui font la nation n'ont rien de naturel. Elles ne sont que des conventions humaines. La preuve, c'est la diversité possible des régimes politiques. Et cette diversité possible montre que la nation n'a pas forcément un fondement naturel. Quatrième objection, pardon. Si la nation était naturelle, on n'aurait aucun mal à voir émerger la nation européenne, elle s'imposerait naturellement. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a du mal à s'imposer, et donc elle n'est probablement pas si naturelle que ça. Et 5e objection de Ernest Renan, qui dit la chose suivante: les nations ne sont pas quelque chose d'éternel, elles ont commencé, elles finiront. Il dit même: la Confédération européenne probablement les remplacera. Ernest Renan. Comment? Il dit même la Confédération européenne. Ouais, étonnant, hein? Alors cependant, dans Mémoire et identité, alors Mémoire et identité est un livre de Jean-Paul II qui avait été présenté comme étant
testament spirituel et philosophique que je vous recommande pour ceux qui n'ont pas lu. C'est un bouquin philosophique exceptionnel, pas très gros, mais totalement sidérant de synthèse et de lumière. Et il dit la chose suivante. Tant la famille que la nation sont des sociétés naturelles et ne sont donc pas le fruit d'une simple convention. Donc là, un petit pavé dans la mare, on avait 5 objections qui laissaient penser que la nation n'était pas naturelle, et puis une annonce qui dirait le contraire, et qui serait complétée par la définition de la nation que donne Alain Rey, qui est le créateur du dictionnaire historique de la langue française. C'est un bouquin qui fait plusieurs kilos, mais qui est totalement remarquable, que je vous recommande, qui ne travaille pas que sur l'étymologie, mais sur l'évolution progressive du mot et des analogies du mot. Et il dit la chose suivante, donc, que la nation, dans son origine première, était définie comme étant l'ensemble d'individus nés en même temps dans le même lieu. Donc la nation était définie comme étant une unité de temps et de lieu, en termes d'individus, uniquement. Voilà. Et il donne cette définition la tirant de la racine du mot nation, qui est la même que celle des mots nature et naissance. Et nature et naissance, forcément, sont des racines qui indiquent l'aspect naturel de la nation, sur le plan étymologique en tout cas. Alors au niveau chronologique, le premier sens utilisé au pluriel d'ailleurs désigne les populations païennes par opposition aux juifs et aux chrétiens. Les nations étaient les peuples qui n'étaient pas encore convertis, en tout cas à la religion juive ou chrétienne. Et par extension, dès le Moyen-Âge, le mot désigne un ensemble d'êtres humains caractérisés par une communauté d'origine, de langue, de culture. Et on va retrouver ces 3 aspects dans l'approfondissement, et notamment, j'insisterai sur la partie sur la culture, qui est une des composantes essentielles de la nation. Mais on y trouve aussi donc l'unité d'origine. On ne trouve pas l'unité de temps, ce qui fait que au Moyen-Âge, la nation était déjà considérée comme beaucoup plus universelle que temporelle par rapport au sens premier. Et la nation désignait aussi curieusement différentes autres réalités, telles que, par exemple, la division de l'université de Paris, qui est faite selon un découpage linguistique en nations. Il y avait les nations anglaises incluant les Allemands, les nations picardes, les nations normandes et les nations françaises incluant les Espagnols et les Irlandais. Et les Italiens, pardon. Pourquoi j'ai mis les Irlandais dans la sauce. Le mot nation désignait aussi une colonie de marchands se trouvant en pays étrangers. Par exemple, la nation des épiciers irlandais, prenons-les. Et de façon plus générale, l'ensemble des individus unis par une communauté d'intérêts ou de professions. La nation des avocats, la nation des philosophes, ou la nation des ébénistes. Voilà. À la Révolution française, sa définition devient personne juridique constituée par l'ensemble des individus composant l'État. Personne juridique constituée par l'ensemble des individus composant l'État, qui est une définition, comme on va le voir, qui est contestable, je dirais. Je ne la conteste pas personnellement, mais enfin, elle est contestable en ce sens qu'il semblerait, dans la définition de la Révolution française, que la nation soit une conséquence de l'État, alors que dans la réflexion philosophique, comme on le verra tout à l'heure, c'est plutôt l'État qui est une conséquence de la nation. Alors, elle désigne malgré tout une certaine spontanéité d'appartenance et de désir de vivre en commun. Ce désir de vivre en commun, d'ailleurs, est repris et sera repris dans plusieurs autres parties. L'intentionnalité l'appartenance à la nation étant constitutive de la nation, d'après plusieurs penseurs que je vous indiquerai tout à l'heure. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 précise « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Voilà. Alors je voulais faire une digression là, c'est pas tellement le sujet, mais ça l'est quand même un petit peu sur la notion de nationalisme. Et je fais cette digression maintenant parce que le nationalisme, en fait, le concept de nationalisme vient de la Révolution française elle aussi. La notion a été employée pour la première fois en 1798 et elle désigne la conscience nationale révolutionnaire. Et cette conscience nationale révolutionnaire
était partisane au fin 18e et a été étendue au 19e avec une notion plutôt relative à l'exaltation du sentiment national, tantôt vu sous un jour favorable et plutôt romantique, comme par exemple Lamartine, qui le cite à plusieurs reprises dans ses œuvres poétiques et tous ses écrits politiques, et puis tantôt vu sous un jour péjoratif par le courant anarchique et socialiste libertaire, notamment par Proudhon, qui d'ailleurs, Proudhon a la particularité d'avoir à la fois rejeté cette notion d'exaltation du sentiment national et avoir réutilisé le concept de nationalisme en tant qu'il définit l'aspiration à l'indépendance politique et économique d'une communauté opprimée, la nation ouvrière par exemple. À partir de la guerre de 70 et de façon plus forte encore pendant la Première Guerre mondiale, le nationalisme incarne la défense patriotique pour être assimilé par l'entre-deux-guerres en conservatisme, et puis pire avec le national-socialisme. Voilà. Alors depuis l'entre-deux-guerres, ou depuis, disons, la Deuxième Guerre mondiale, ce concept n'est plus que négativement connoté en tant que déviance de la vertu de patriotisme. Dans Mémoire et identité dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un passage passionnant sur la différence justement entre patriotisme et nationalisme. Le patriotisme étant un attachement aux racines, dont je vous citerai un auteur qui parle de ça, aux racines paternelles, comme le nom étymologique l'indique, alors que le nationalisme tire à soi et ferme aux autres. Donc, ce concept n'est vu que négativement, en tant que déviance de la vertu de patriotisme, laquelle vertu de patriotisme consiste à être reconnaissant envers son pays, à être prêt à donner sa vie pour la conservation du bien commun en cas de guerre, par exemple. Le nationalisme, lui, est exclusif, refuse la plupart du temps de partager les ressources et la culture avec d'autres personnes de pays étrangers ou d'ethnies différentes, et se résume parfaitement dans ce propos d'Albert Schweitzer: le nationalisme, c'est un patriotisme qui a perdu sa noblesse. Et Philippe Bouvard, avec un style plus contemporain, dit la chose suivante: les nationalismes me font de plus en plus sourire, ma patrie est sous terre, là où toute ma famille a ses racines. Il oppose de cette façon-là, justement, nationalisme et patriotisme. Autre référence dans Populorum Progressio, le pape Paul VI écrit la chose suivante: d'autres obstacles encore s'opposent à la formation d'un monde plus juste et plus structuré dans une solidarité universelle. Nous voulons parler du nationalisme et du racisme. Et il précise la chose suivante: il est naturel que des communautés récemment parvenues à leur indépendance politique soient jalouses d'une unité nationale encore fragile et s'efforcent de la protéger. Il est normal aussi que les nations de vieille culture soient fières du patriotisme que leur a livré leur histoire. Mais ces sentiments légitimes doivent être sublimés par la charité universelle qui englobe tous les membres de la famille humaine. Le nationalisme isole les peuples contre leur bien véritable. Il serait particulièrement nuisible là où la faiblesse des économies nationales exige au contraire la mise en commun des efforts, des connaissances et des moyens pour réaliser les programmes de développement et accroître les échanges commerciaux et culturels. Là aussi, il fait la distinction nette entre patriotisme et nationalisme, avec la notion d'enfermement du nationalisme et la notion de partage du patriotisme, dans lequel le patriotisme peut rester fier de sa culture, ses racines, son identité. Bon, je reviens à la notion de nation en tant que société naturelle. Je ne savais pas d'ailleurs qu'il fallait que je vous fasse un topo jusqu'à 10 heures. Ah d'accord, c'est bien. Il s'est trompé tout à l'heure. Ah bon, d'accord. Je vais trop vite. Ah bon. Ah ouais, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je vais trop vite. Bon. Donc, alors si en plus le temps qu'on m'avait préparé est finalement moins long, il faut que je ralentisse moi-même. Revenons donc à la notion de nation en tant que société naturelle, avec donc la notion spécifiquement sociale, d'appartenance collective, je dirais, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, et ensuite on va voir d'appartenance culturelle. Il désigne naturellement, aujourd'hui, de façon commune, tout groupe naturel, petit ou grand,
d'êtres humains, hommes et femmes, enfants, adultes, vieillards, qui ont la volonté effective de vivre ensemble leur vie matérielle et spirituelle et d'avoir un sort collectif commun. Et alors c'est intéressant parce que dans la nation n'est pas qu'une... la notion de nation ou l'appartenance à la nation n'est pas qu'une notion automatique, comme le serait peut-être la nationalité. C'est un désir également d'appropriation de la nation. C'est une volonté effective de vivre ensemble. Qu'on l'envisage sous ses formes inférieures de tribus et de clans, ou sous ses formes supérieures de cités et de nations historiques, la nation présente les mêmes caractéristiques essentielles. Elle constitue une société fermée. Alors fermée, ce n'est pas dans le sens nationaliste ici, c'est dans le sens délimité, je dirais, délimité. Pas limité, mais délimité, je dirais plutôt. Elle constitue donc partout et toujours une société, on va dire donc délimitée, qui crée à ses membres les liens d'une solidarité originale, la solidarité nationale, et qui leur apprend à donner un sens spécial, le sens national, au mot « nous ». D'ailleurs, je vous invite à lire un livre, peut-être que vous connaissez ce livre de Bernanos, « Nous les Français », qui est assez intéressant sur justement la façon dont il conçoit, dont il définit ce qu'on n'a pas réussi à faire il y a 1 an et demi, à définir, c'est-à-dire l'identité de ce qu'est être français. Je pense qu'ils auraient lu Bernanos, mais probablement qu'ils auraient avancé dans la réflexion. Voilà, pour appartenir donc de fait et de cœur à une nation, aussi bien d'ailleurs à une famille qu'à une famille au sens strict du mot, la première condition est de s'y sentir chez soi, de se sentir de la maison en quelque sorte. Je suis de la maison, si vous voulez. Je suis dans mon environnement affectif, géographique, culturel. Je me sens chez moi. Autre chose, il est important de n'y être considéré, de n'y considérer d'abord personne comme un étranger et de n'y être considéré comme étranger par personne. C'est pour ça que la personne immigrée qui a désiré devenir français par désir, par volonté effective de vivre ensemble, de vivre avec nous, pour reprendre ce terme de Bernanos, ne devrait pas se sentir, bien sûr, considéré comme un étranger à partir du moment où il intègre la nation. Voilà. Alors, encore moins, j'ai ajouté un petit truc, une petite référence sportive. Encore moins de ne pas se sentir comme étranger soi-même. Je fais référence à ce footballeur un footballeur de l'équipe de France de football qui a indiqué la chose suivante: l'Algérie c'est mon pays, la France c'est juste pour le côté sportif. C'est une question qui nous permet de nous poser le fait de savoir si cette personne a une vraie volonté effective de vivre ensemble avec nous. C'est une question. Pas polémique, mais elle pourrait l'être, remarquée. Je préfère glisser sur ce sujet. Elle l'est. Lui est polémique. Mais là, je ne veux pas lancer la polémique sur ce sujet. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le foot, en tout cas, vous allez forcément savoir de qui il s'agit. Voilà. Donc c'est ainsi que la nation française inclut tous les Français, mais n'inclut pas les non-français. Ça aussi, c'est important de le préciser clairement. L'appartenance à la nation est une appartenance qui induit le fait qu'on soit français. Et quelle que soit notre origine, pour le coup, géographique, j'entends. Ça inclut quand même le partage d'une langue et de l'influence culturelle. Voilà. Alors je vais y venir. Qui n'est pas le cas d'un certain nombre de Bretons qui sont en France depuis 10 ans, qui ne parlent pas longtemps. Oui. La langue fait partie en effet d'une des composantes de l'unité de la nation. Alors avec 2 cas particuliers, par exemple la Suisse et la Belgique, qui peuvent nous interroger, mais je vais y revenir là-dessus, et puis l'Europe, parce que ce que vous venez de dire remet en question le fait de savoir si l'Europe est une nation du fait de la langue, du fait de cette unité linguistique. Ouais. Mais alors, on va pouvoir peut-être le dire de la Suisse et de la Belgique, justement, par exemple. À voir, à questionner. Pourquoi pas de l'Espagne aussi, même s'ils ont... Voilà, mais bon. Ils ont Ouais. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas forcément une unité. Il y a des Belges qui ne parlent pas français et des... Ah, je crois pas.
Le flamand est obligatoire chez les Wallons, mais je ne pensais pas que c'était l'inverse. Ils doivent apprendre toutes les deux, ils parlent Ah bon? deux langues. Ah d'accord. Ils veulent pas forcément Ah faire peut-être la- alors. Si elles connaissent que vous êtes français, vous êtes tous. Comment? En Suisse, non, dans les Suisses, allemands, ils parlent. Ah d'accord, il y a bien des cas où effectivement. D'accord. En Belgique, on fait les Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Voilà. Alors ça. Il n'y a pas d'unité de langue en Suisse, c'est un des cas. Un des cas. Mais ils ont aussi une indépendance cantonale très importante. Ouais. Mais est-ce que c'est une nation? Voilà la question. Est-ce que la Suisse reste une nation? Historiquement. Ah oui, mais si vous dites que. C'est pas une nation, c'est une confédération. Voilà. Bon. Si vous dites que la langue fait partie est une constitutive de la nation, ce qui est une des composantes, est-ce que la Suisse est une nation? Voilà. Une question, comment pouvez-vous acquérir la culture du pays sans en parler de la Ah langue? oui, c'est sûr. Hein. Avec des mots de traduction. Alors, à ce propos, je vais vous lire un passage qui date de 2700 ans. 2700 ans, c'est Aristote dans la Politique, livre 5. Politique, livre 5. Vous allez voir la modernité de ce passage qui fait réfléchir à la fois sur notre nation et de façon plus générale sur l'Europe. L'absence de communauté nationale est facteur de guerre civile tant que les citoyens ne partagent pas les mêmes valeurs de civilisation. Une cité ne se forme pas à partir de gens pris au hasard et elle a besoin de temps pour se coaguler. C'est pourquoi, parmi ceux qui ont accepté des étrangers pour fonder une cité avec eux et pour les intégrer à la cité, la plupart ont connu des guerres civiles. Par exemple, les tyrans de Syracuse, en ayant naturalisé les immigrés, ont dû subir des révoltes. Citoyens et étrangers en sont venus à se combattre. Aristote. C'est un mauvais exemple parce que les cités grecques qui partaient pour la même langue n'ont pas pu se battre. Là, il ne parle pas de la langue, là. Hein. Il parle du danger d'intégrer des personnes qui n'ont pas notre culture, là, hein, de façon un peu plus générale. Il ne parle pas particulièrement de la langue. Hein, là. Mais ce texte-là, vous le faites sortir d'une bouche politique aujourd'hui, c'est très polémique. Comme c'est Aristote, on peut le citer sans trop de difficulté. Voilà. Ce qui veut dire que c'est totalement l'actualité. C'est totalement d'actualité. Mais ce qui veut dire aussi que nos problèmes, ou les problèmes que rencontrent les nations, ont toujours existé. Voilà. Les problèmes de... Il y a une nation quand même qui s'est fondée sur des immigrés, c'est les États-Unis, Oui. qui parlent une langue commune, qui prêtent le serment sur la Constitution et qui s'intègrent parfaitement. Enfin, qui ont désintégré les précédents habitants, remarquez. Je me mets dans la peau des Apaches et des Sioux, mais bon. C'est maintenant le maire de New York qui s'exprime en anglais et en espagnol pour pouvoir parler avec le monde. Donc les États-Unis sont plus... Mais vous ne pouvez pas vous être naturalisé américain sans parler anglais. Du coup, j'ai aucune chance, malheureusement. Alors, au XIXe siècle, ce concept de nation s'approche de celui de patrie et inclut donc les composantes sociologiques, économiques, linguistiques, on en parlait tout à l'heure, qui est un principe puissant d'unité nationale, mais pas forcément systématique. Alors je prends l'exemple plutôt de la Suisse, du coup ça me sauve, pas forcément la Belgique. Et qui n'est pas exclusif pour autant, puisque par exemple la langue française n'appartient pas qu'à la France, mais en tout cas la composante linguistique est un principe en effet puissant d'unité nationale et peut-être de condition, une condition. Il y a la composante ethnique qui est aujourd'hui de moins en moins importante vu le brassage des populations, et la composante géographique, d'abord un peu importante sous l'angle culturel lié au climat, à l'habitat, aux vêtements. Michelet dit tel le nid, tel l'oiseau. Le contexte géographique dans lequel les nations vivent détermine souvent la culture, au moins sur le plan architectural et du vêtement, voire de la nourriture. Et puis il y a le sujet sensible au niveau géographique entre droit du sol et droit du sang pour l'appartenance à la nation. Si on reprend la définition originelle de la nation, le droit du sol n'est pas illogique.
Si on le prend sous l'angle de la culture, en revanche, c'est autre chose. Ça pose des questions. Ça pose des questions. Et puis la composante culturelle, qui est encore plus important que le reste, bien plus encore que par sa race, sa langue et son habitat. Une nation se caractérise par ses institutions, sa manière de vivre, par ses traditions, par ses croyances, par ses goûts, par ses mœurs. Et Montesquieu dit la chose suivante: plusieurs choses gouvernent les hommes, le climat, la religion, les lois, les maximes du gouverneur, les exemples des choses passées. L'histoire d'ailleurs revient souvent, l'histoire passée, la souffrance passée ensemble, les mœurs, les manières, d'où il se forme un esprit général qui en résulte. Il y a toute une série de composantes que retrace Montesquieu dans l'esprit des lois, livre 19, pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Et alors cette dimension culturelle a trois natures: la culture morale et religieuse, la culture humaniste et la culture économique. Et je vous propose de passer en revue ces trois composantes, donc la culture morale et religieuse, la culture humaniste et la culture économique. Les cultures ou civilisations morales et religieuses sont par nature les plus efficaces et les plus importantes parce que leur influence est la plus profonde et la plus durable. Elles tendent à se confondre au point qu'il est toujours difficile de les séparer l'une de l'autre, entre morale et religion. Qu'est-ce qui vient de la morale, qu'est-ce qui vient de la religion? Il est tout à fait impossible d'ailleurs de le faire dans les nations primitives, et il a été presque autant dans la plupart des nations historiques et contemporaines, où l'on voit pourtant de nombreuses tentatives de séparer la morale de la religion. On fait souvent référence d'ailleurs au fait que la morale républicaine a pour racine la morale chrétienne, mais qui n'est pas forcément exprimée comme telle. Malraux en parle beaucoup d'ailleurs de cet aspect-là dans les anti-mémoires. Les nations les plus vivaces ont régulièrement trouvé le principe spirituel le plus fort de leur unité dans les institutions, les traditions et les croyances morales et religieuses, qui ont inspiré et régenté chez elles la vie familiale et la vie sociale, les mœurs privées, les mœurs publiques, les coutumes, le droit. Le fondement est donc plus souvent religieux que moral. Et cette apothéose, disons, de l'unité par la culture religieuse s'est faite par ce qu'on appelait au Moyen-Âge la chrétienté, qui était une forme d'identité européenne, fondée à la fois sur une religion de la nation et sur une religion des nations. Et cette religion des nations faisait l'unité de ce qu'on appelait donc la chrétienté, qui s'est affaissée progressivement au profit d'une culture dite plus humaniste et économique. Donc c'est la deuxième nature de culture. Donc les cultures ou civilisations humanistes, qui représentent les arts, les lettres, le droit, les sciences, la philosophie, c'est-à-dire des créations de l'esprit humain, à leur tour, ces cultures spécifiques tentent de fonctionner aussi comme facteur d'unité nationale et comme facteur d'unité internationale. Elles remplacent un peu le principe d'universalité de la religion juive, par exemple, en Israël, ou de la chrétienté en Europe, en tentant une universalité des valeurs et des références à la fois philosophiques, scientifiques, juridiques, littéraires, artistiques. Elles sont des principes d'unité nationale dans la mesure où elles sont particulières à une nation donnée, quand par exemple elles s'expriment dans un folklore national ou dans des arts nationaux, les peintures, la musique, l'architecture par exemple. Elles sont aussi des principes d'unité internationale dans la mesure où elles sont universelles et communes à toutes les nations. Ce qui peut reprendre d'ailleurs les mêmes énumérations, peinture, musique, architecture. Et tel est particulièrement le cas des cultures scientifiques et philosophiques. Pour remplacer, alors petite question là, incertaine, pour remplacer la culture religieuse comme principe d'unité, est-ce que le rôle de l'État, est-ce au rôle de l'État d'imposer l'universalité d'une philosophie? C'est une question à laquelle je n'apporte pas de réponse, mais qui mérite d'être posée. Voilà. Il y avait l'universalité de la religion. Est-ce que pour remplacer cette universalité qui, ayant disparu, a fragmenté les nations, on peut essayer d'imposer une universalité de la philosophie, une universalité de la pensée? C'est une question qui s'approche, oui, qui s'approche du totalitarisme de la pensée unique. Hein. Voilà. La religion a prononcé la pensée unique, puisqu'elle a dit, après la vie quand on a dit que c'était l'individu
Ouais. Il y avait aussi un facteur d'unité dans la chrétienté, c'était Ah, la langue, effectivement. Ouais. la culture latine qui est la Ouais. Alors, troisième composante culturelle, les cultures ou civilisations économiques, c'est-à-dire des cultures et des civilisations qui ont pour objet la création et l'usage des biens et de l'outillage économique. Elles sont facteurs d'unité nationale quand elles aboutissent à constituer des économies fermées. Je vais trop vite. Non, non, mais c'est moi qui m'excuse, je ne me rends pas compte. Ouais, je vais trop vite. Hein? Il faut que je mette des silences entre les chapitres. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pardon. Non, vous avez raison de me le dire parce que je ne m'en rends absolument pas compte. Ben oui. C'est vrai. Je reprends. Donc là, troisième, je vous rappelle donc les trois composantes de la culture, hein, comme étant ciment de la nation. La composante culturelle d'ordre moral et religieuse, la composante... Le religieux a disparu. Ah, non, il y avait eu des tentatives par les nations de faire disparaître le fait religieux comme principe d'unité. Encore maintenant, hein. Oui, oui. Encore maintenant, mais on a l'impression que enfin, c'est un peu vain, ça n'arrive jamais, ça fait quand même maintenant plusieurs centaines d'années que c'est comme ça. Donc, composante culturelle, morale et religieuse, la culture humaniste, hein, qui reprend les arts, les lettres, la littérature, la philosophie, le juridique, les sciences, etc., et qui est une composante certaines, notamment sur le domaine artistique. Et puis la troisième, c'est la composante économique, qui est une composante qui s'impose quand même de façon assez forte. Et alors cette composante économique désigne les cultures et civilisations qui ont pour objet la création et l'usage des biens économiques, des biens et des équipements économiques. Elles sont facteurs d'unité nationale quand elles aboutissent à constituer des économies fermées. Alors, ça paraît comme ça un peu péjoratif parce que l'économie fermée est une économie qui peut donner l'impression d'exclure, hein, d'être nationaliste en quelque sorte. Hein. Et dans ce contexte-là, il faut prendre fermé dans le sens, encore une fois, de délimiter. Hein. C'est le Made in France de Montebourg en quelque sorte. Le Made in France d'ailleurs, rien que la façon de le verbaliser, c'est suspect, mais enfin bon... ces cultures et civilisations économiques sont facteurs d'unité quand elles aboutissent à constituer des économies fermées, quand elles tendent à ne satisfaire que des besoins nationaux, à ne créer que des richesses nationales, à n'employer qu'un outillage agricole, industriel et financier national. Le ne que est un peu limitatif, mais vient un peu s'opposer à ce dont je parlais tout à l'heure quand je faisais référence à Populorum Progressio, hein, sur le partage, sur lequel je vais revenir d'ailleurs avec Bergson tout à l'heure. Alors, les cultures et civilisations... Il y a une définitive. Là, pour l'économie, c'est l'autarcie. Si Oui. on prend vraiment les choses au sens Oui, oui, oui. c'est l'autarcie, c'est complètement fermé. Voilà. On produit, on ne consomme que ce qu'on produit nous-mêmes. Alors là, il parle de production, mais pas de consommation. Autrement dit, la consommation est faite pour le... Comment? Si vous exportez, vous avez exporté. Ah ben voilà, voilà. Et ça, c'est le... C'est plus bien, c'est plus la nation, c'est aussi sur la nation. Ah mais la nation n'exclut pas la relation avec l'extérieur. On n'est plus en autarcie. Voilà. Mais en revanche, la nation n'exclut pas l'extérieur, hein, bien sûr. Le nationalisme davantage. Voilà. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Et donc ces cultures et civilisations économiques sont facteurs d'unité internationale si elles favorisent la solidarité économique. Solidarité économique qui est une démarche beaucoup plus difficile sous l'angle
ontologique, comme on le verra avec Bergson justement tout à l'heure. Il est intéressant de noter que l'unité internationale fondée sur l'économie ne se fera qu'au détriment du seul intérêt national. C'est soit l'un, soit l'autre, en quelque sorte. Soit on partage, soit on garde pour soi. Quoi. On peut pas. Donc il y a une des deux composantes qui risque de se faire au détriment de l'autre. Et ces dispositions d'esprit ne seront possibles que dans le cadre d'une culture morale de dimension universelle. Et cette dimension universelle reprendrait soit la notion de bien commun universel, soit la notion plus religieuse d'appartenance à une humanité. Religieuse ou en tout cas mystique, pas dans le sens forcément uniquement religieux d'ailleurs, hein, mais ça est dans une globalité plus large. Et alors Bergson parle d'une morale supra-intellectuelle. Je vous invite à lire ce livre qui est la dernière œuvre majeure de Bergson, qui s'appelle donc Les deux sources de la morale et de la religion, où il fait la distinction qu'il y a entre les morales, je dirais, les logiques infra-intellectuelles, c'est-à-dire les logiques qui obéissent à des automatismes ou à des obligations, et les logiques ou les morales supra-intellectuelles qui conduisent à désirer. Et ce désir se fait par l'incarnation de ce qu'il appelle le héros. Il appelle ça aussi le saint ou la personne exemplaire. On parle aujourd'hui de personnes providentielles. On dit il n'y a pas d'homme providentiel. Bergson est à la recherche de l'homme providentiel. Lui, il croit à l'homme providentiel. Parce qu'il commence à croire, d'ailleurs dans ce livre, il commence à croire en la providence d'ailleurs. Sa réflexion philosophique l'a amené à une vraie métaphysique. Donc, ce livre est vraiment intéressant parce qu'on y découvre chez lui une espèce d'évolution naturelle de la spiritualité. Un peu comme on le retrouve sous une autre forme d'ailleurs, qui n'a rien à voir, chez Etty Hillesum. Je ne sais pas si vous connaissez Etty Hillesum, de nom, qui a écrit un livre qui s'appelle Une vie bouleversée, qui a été déportée et qui est morte à Auschwitz, qui a écrit une vie bouleversée et qui, dans son livre La vie bouleversée, démontre un cheminement spirituel totalement naturel, indépendant de toute norme éducative, et qui correspond un peu à ce que Bergson appelle la morale supra-intellectuelle, c'est-à-dire celle qui me transcende en quelque sorte, celle que je désire par amour et par volonté, et non pas par obligation. Voilà. Et Bergson donc parle aussi d'ailleurs des sociétés statiques et des sociétés dynamiques, des religions statiques et des religions dynamiques sous le même registre là-dedans. Et donc pour Bergson, cette morale supra-intellectuelle conduit le génie humain à désirer appartenir à l'humanité universelle, plus encore qu'à l'humanité particulière du clan, du village ou de la cité, de l'humanité fondée sur l'intérêt immédiat. Il dit la chose suivante: le christianisme et la démocratie attestent de la possibilité pour des sociétés de s'ouvrir et de continuer à s'ouvrir. Quand même étonnant. Le christianisme et la démocratie attestent de la possibilité pour des sociétés de s'ouvrir et de continuer à s'ouvrir. Quand il écrit ça, il est juif, il est de culture juive, Bergson. Et dans sa méditation sur l'appel du héros, sur l'exemple qu'il appelle que toute génération a besoin de suivre et qu'on peut peut-être incarner nous-mêmes, il est totalement sidéré par certains mystiques chrétiens. C'est très étonnant. Et c'est ça qui, petit à petit, l'a bousculé. Il était au bord du baptême, il a refusé le baptême. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote sur Bergson, il était en fin de vie. On lui avait proposé d'être protégé compte tenu de son prix Nobel de littérature, de son rôle qu'il a joué pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, il a été l'émissaire de la France en Espagne. Et il a refusé cette protection, de même qu'il a refusé d'officialiser son entrée en christianisme par solidarité pour les Juifs. Il voulait absolument être traité comme les Juifs. Voilà. Un grand seigneur, dont la France, d'ailleurs, je trouve, devrait être plus fière, parce que c'est un philosophe exceptionnel, je trouve personnellement. Alors, pour protéger la nation,
Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à le premier thème sur l'État. Hein. Le premier thème, c'était sur l'État. Et Montesquieu dit bien que, contrairement à Hobbes, que l'État découle de la nation. La nation est antérieure à l'État, et l'État n'est qu'une organisation permettant de protéger la nation. Et pour protéger la nation, l'État, dans son rôle législateur, doit veiller à 4 points majeurs. Alors ces 4 points majeurs me semblent particulièrement importants et me permettent de réfléchir aussi à savoir s'il n'y a pas une dérive, pas uniquement française, une dérive de l'État au détriment de la nation. 4 points majeurs. Premier point majeur, être attentif à ne pas changer l'esprit général d'une nation. L'esprit général d'une nation. La conscience nationale, c'est le facteur capital d'unité et de solidarité nationale, la conscience nationale. Il ne saurait en effet y avoir de nation réelle et vivante que celle où se trouve réalisée une conscience collective puissante, plus forte que les consciences individuelles de ses membres. Je fais un effort pour ralentir, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et cette conscience nationale vaut à ceux qui y participent de posséder véritablement, par-delà leur intelligence, leur mémoire, leur sensibilité et leur volonté individuelle, une intelligence, une mémoire, une sensibilité et une volonté collective. Je reprends. La conscience nationale vaut à ceux qui y participent de posséder véritablement, par-delà, alors pas à contrario, ou pas en contradiction, par-delà leur intelligence personnelle, leur mémoire propre, leur sensibilité et leur volonté individuelle, par-delà tout ça, qui reste important, une intelligence, une mémoire, une sensibilité, une volonté collective. Cette conscience nationale nourrit des idéaux communs, des conceptions communes de la justice et de l'honneur, un souci commun des dangers à craindre et des objectifs à réaliser, des souvenirs communs. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance des souvenirs. Dans la conférence de Renan, que je n'aime pas trop citer, mais enfin, je suis obligé parce qu'il a fait une conférence sur qu'est-ce que la nation, justement, Ernest Renan. Donc, on est obligé de passer par Ernest Renan. Et Ernest Renan, à un moment, parle malgré tout de la dimension de l'âme et de la dimension spirituelle de la nation, très étonnamment. Et il insiste beaucoup sur les souffrances collectives qui ont contribué à cimenter la nation. Voilà. Donc, elle nourrit la conscience nationale, elle nourrit des idéaux communs, des conceptions communes de la justice et de l'honneur, un souci commun des dangers à craindre et des objectifs à réaliser, des souvenirs communs d'un même passé douloureux ou glorieux, restés présents et sensibles au cœur de tous, des amours et des haines communes, des ambitions où s'exprime un vouloir vivre commun, premier et dernier principe de l'existence de la nation et de sa durée. La volonté d'appartenance à la nation est vitale pour la nation. C'est pour ça qu'au-delà, dans la conclusion d'ailleurs, je dirais qu'au-delà de l'État et de ses dirigeants, il faut continuer à aimer sa nation. Parce que le désir, la volonté et l'amour donc, de la nation est constitutif essentiellement de la nation, quel que soit l'état de l'État, si j'ose dire comme ça. Vous voyez ? Deuxième... alors oui, une citation de Paul Valéry qui est intéressante sur cet aspect d'appartenance commune, d'histoire commune, de souffrance commune, de projet commun, qui est singulier et qui nous transcende parce que cette appartenance, elle est partagée par aucun autre que ceux qui appartiennent avec nous. Paul Valéry dit la chose suivante: toutes les nations ont des raisons présentes ou passées ou futures de se croire incomparables, et d'ailleurs elles le sont. Toutes les nations ont des raisons présentes, passées, futures de se croire incomparables, et d'ailleurs elles le sont, en termes d'histoire, de singularité, de projet. Le rapport au temps dans la nation est très important. Au départ, c'était uniquement une notion relative au fait de savoir si on était contemporain à l'origine de la définition. Et ensuite, la nation
se déroule ou se décline maintenant sur la relation passé, présent, futur. Deuxième obligation. Quelqu'un? Non? Deuxième nécessité pour l'État dans son rôle de législateur, qui doit veiller à un deuxième point, c'est faire preuve de modération et de juste milieu pour ne pas peser sur la nation. Alors là, vous allez voir qu'on est mal barré. L'Occident, par ses tendances surlégislatives, peut insidieusement glisser vers une forme de totalitarisme. L'Orient et l'Afrique favorisent l'émergence de despotisme face à la faiblesse des lois. C'est pour ça que le juste milieu, dans la réflexion sur l'unité de la nation, est très important. Trop de lois devient totalitaire et brise la nation. On va voir d'ailleurs que, je vous le dis tout de suite d'ailleurs, qu'il y a dans une part de non déterminé, de non volontaire dans la nation qui est très importante pour Montesquieu toujours. Il dit la chose suivante: c'est au législateur à suivre l'esprit de la nation. C'est pas à la nation à suivre le législateur chez Montesquieu. C'est le législateur à suivre la nation. C'est au législateur à suivre l'esprit de la nation lorsqu'il n'est pas contraire aux principes du gouvernement. Car nous ne faisons rien de mieux que ce que nous faisons librement et en suivant notre génie naturel. Ce génie naturel suppose un juste milieu juridique. Trop de lois brisent ce génie naturel, puisqu'il conclut une part d'indétermination garantit à la nation la perpétuation de son génie naturel. Une part d'indétermination. Et c'est intéressant de voir que quand l'État pèse trop sur la nation, elle brise la nation dans son inspiration naturelle, en fait. Son inspiration collective. Et peut-être dans sa mémoire, d'ailleurs, également, puisqu'on a vu l'importance de la mémoire. Donc, faire preuve de modération, de juste milieu, ce n'est pas ce qui semble être actuellement le cas, ni sous l'angle de notre nation, ni sous l'angle de l'Europe. Non, c'est chez Montesquieu le juste milieu entre trop de lois et pas assez de lois. Pas assez de lois favorise l'émergence du dictateur, trop de lois favorise l'installation d'un totalitarisme qui brise même l'élan naturel et l'inspiration collective. Cette espèce d'indétermination qui garantit à la nation la perpétuation de son génie naturel. Son génie naturel, ce n'est pas un génie législatif, c'est un génie naturel. Oui, l'inspiration, je dirais. Voilà, l'inspiration. Ouais. L'inspiration collective. Ouais. Qui doit laisser passer une forme de malgré soi que ne peut pas cadrer une loi. Voilà. Certains pays ont tenté d'ailleurs de le faire. Et là, on voit que d'ailleurs l'État, souvent dans l'histoire, est beaucoup plus fragile que la nation, puisqu'il y a des nations qui ont traversé des périodes terribles en raison de leur État totalitaire, par exemple, et qui ont survécu après l'État. Troisième nécessité par l'État pour protéger la nation, ne pas chercher l'uniformisation, la standardisation, la normalisation. On est en plein dans les normes. Vous connaissez sans doute cet alexandrin de Boileau, l'ennui naquit un jour de l'uniformité. L'ennui naquit un jour de l'uniformité, et d'ailleurs, ne pas chercher l'uniformisation, c'est justement favoriser l'inspiration naturelle, le génie naturel. Et enfin, éviter les contradictions dans la loi. En résumé, avant de répondre aux objections, aux 5 objections que je vous ai présentées en introduction, en résumé, donc, il est important de ne pas confondre l'État et la nation. Par son origine naturelle, la nation est antérieure à l'État, en droit aussi bien qu'en fait d'ailleurs. Elle est la matière, alors ça c'est un langage philosophique, elle est la matière, la nation dont l'État constitue la forme. C'est la relation de la matière et de la forme. Aristote dit que l'État est la forme de la nation et que la vraie matière c'est la nation. C'est la relation comme du corps, de l'âme et du corps, en quelque sorte. Antérieure à l'État, la nation peut lui survivre et lui survit souvent. Pour Montesquieu,
L'État est en charge de la nation, il doit la servir, la protéger et non la dominer. Les lois découlent de l'État, mais la culture, les traditions, les mœurs, la civilisation de façon générale découlent de la nation. La civilisation ne découle pas de l'État et ne découle pas des lois. Les lois doivent préserver la culture et les traditions, mais non pas pour vocation, sinon par autoritarisme et tyrannie, de les changer. Une loi peut décider de changer une tradition. C'est un peu ce qui se fait au Tibet, par exemple. La Chine qui essaie de détruire la culture tibétaine, par exemple. Cet exemple me vient comme ça spontanément, sans bien connaître le sujet. Mais donc là, il y a quand même une notion de mal et de bien. Ah oui, bien sûr. Mais là, le juste milieu, c'était pas entre le mal et le Oui, bien. là, maintenant. Ah là, oui, bien sûr. Ah, Oui, oui. donc un État n'a pas à faire voter des lois pour faire le mal. Exactement. Et n'a pas à imposer des lois qui modifient une civilisation. Et c'est important comme sujet, hein, parce qu'on est en plein dedans, hein, dans ces réflexions. Ils ont simplement ajouté des milliers de Chinois pour Oui, récolter des Tibétains. oui. Non, mais là, je parle de la loi qui modifie la civilisation par rapport à ce qui se fait dans les lois, dans le genre et compagnie, là, dans les cultures actuelles. La culture évolue par la culture. Ça aussi, c'est un point d'ailleurs important chez tous les philosophes. C'est pas la loi qui fait évoluer la culture, c'est la culture qui fait évoluer la culture. Et imposer même une culture spécifique, un sapin en plastique qui est appelé autrement Place Vendôme, c'est pas forcément une évolution de la culture. Alors, réponse aux objections. On avait vu 5 objections. Vous aimez le sapin vert? Vous aimiez ce sapin vert, vous, en fait? Bon. Réponse aux objections. Première objection, je vous citais Blanc de Saint-Bonnet, l'homme, un être que Dieu a fait le moins possible, qui pouvait laisser penser que la nation n'était pas naturelle, alors qu'en réalité, Blanc de Saint-Bonnet confirme dans sa philosophie que l'homme, en tant qu'être naturel, et en raison de sa puissance naturelle d'ailleurs, complète ce qui manque à la nature. C'est le rôle de l'humanité de compléter ce qui manque à la nature en tant qu'être naturel lui-même. Donc la nation est une composante. Je reprends. On dit La destruction. Non, on dit contrairement, on dit de l'homme qu'il est un animal non spécialisé. Il complète sa nature. Alors sur le plan déjà naturel, il doit compléter ce qui manque à sa nature. On est tous habillés ici. C'est ce genre de choses. Voilà. Et alors ça pris sous un sens des besoins primaires et immédiats, on le comprend bien. C'est la même chose sur le plan de la nation, dit Blanc de Saint-Bonnet. Sur le plan de la nation, les familles ont été protégées par les tribus ou par les villages qui eux-mêmes sont fédérés par la nation. C'est une suite logique de l'aspiration humaine à la communauté, en fait. Et cette aspiration humaine est inscrite dans la nature, comme le dit d'ailleurs Aristote quand il parle de l'animal social ou l'animal politique. Deuxième objection, Bergson disait, donc, je vous disais comme objection, disons d'abord, je citais Bergson, disons d'abord que l'homme avait été fait pour de très petites sociétés, la famille, la tribu ou le village. Et Bergson, en réalité, j'ai tiré ça du début de son ouvrage, dans lequel il définit ici le principe des sociétés closes, des sociétés statiques qui sont repliées sur elles-mêmes et surtout dont les membres sont indifférents au reste de l'humanité. Et donc, j'ai cité Bergson pour aller à l'encontre de ce qu'il pense réellement. Il considère que les sociétés statiques et fermées sont plus proches de la fourmilière que de l'humanité, quoi. Je dis la fourmilière parce qu'il cite lui-même l'exemple de la fourmilière. Voilà. Donc, Bergson, ensuite, après ce passage, mène une profonde réflexion sur la société ouverte et dynamique, société humaine universelle,
conforme au développement naturel, voire transcendant de l'homme. C'est là où il a perçu cette dimension transcendante dans laquelle on passe de l'indifférence à l'autre humanité, qui n'est pas celle de ma tribu, au souci de l'autre, y compris du coup de l'étranger. Aux philosophes présocratiques qui défendent l'idée selon laquelle la nation n'a rien de naturel, dont je vous parlais tout à l'heure en troisième objection, Aristote répond: la communauté achevée, ça c'est toujours dans la politique, dans son livre La politique, la communauté achevée, formée de plusieurs villages, est une nation dès lors qu'elle a atteint le niveau de l'autarcie, pour ainsi dire complète, le mot autarcie que vous employez tout à l'heure. S'étant constituée pour permettre de vivre, elle permet, une fois qu'elle existe, de mener une vie heureuse. L'objectif d'ailleurs de la cité ou de la nation parfaite selon Aristote, c'est pas l'enrichissement, c'est la vie heureuse. Et il oppose d'ailleurs l'enrichissement et la vie heureuse. Intéressant cette réflexion aussi éthique finalement et politique qu'on retrouve chez Aristote et qu'on retrouve ensuite chez les penseurs dans les spiritualités, de façon générale. Donc, s'étant constituée pour permettre de vivre, elle permet, une fois qu'elle existe, de mener une vie heureuse. Ce passage